Le vieux Doumerc était mort dans sa maison du 15 rue des Intermondes, dans des conditions obscures. Et du jour au lendemain, un homme d'aspect répugnant y avait élu domicile. La première fois qu'on l'a vu en public, c'était au bar de la Grand Place. Il est entré sans rien dire, pas même bonjour. Il s'est assis à une table et on l'a tous regardé. Il dégageait une odeur de renfermé. Sa panse ronde débordait sur ses hanches en d'immondes bourrelets. Son marcel jauni présentait des taches et des trous en divers endroits. Le barman s'est levé pour lui dire de partir, mais il s'est arrêté en chemin, écœuré par l'homme. L'inconnu a détourné son regard de la carte et relevé la tête. Ses yeux partaient chacun d'un côté. De sa bouche putride sortirent deux mots, à peine articulés. Une bière. Une bière. Le barman est reparti préparer la pinte. Puis mon voisin de table a rompu le silence pesant. « Vous venez d'où » qu'il a dit. Mais l'homme répugnant n'a rien répondu. Il plongeait son doigt dodu et crasseux dans son nez en forme de fraise. Il en ressortait des crottes grosses comme des larves, suscitant l'écœurement général. Tous détournèrent le regard, sauf moi, qui le vis étaler ses larves nasales le long de son Bermuda pouilleux. Je fus pris d'un écœurement d'abord, puis d'une soudaine envie de frapper cet homme, de l'expulser hors du village, de l'envoyer sous terre, loin des hommes, loin de nos familles. Le serveur est revenu avec une bière bien fraîche. Normalement, il servait une tapasse en accompagnement. Il a posé la bière et il est retourné derrière son comptoir, tout aussi indisposé que nous autres. L'inconnu a rien dit, pas même merci, et il a descendu sa bière d'une seule traite. Après quoi, il a déposé une pièce sur la table et il est ressorti. On n'avait plus envie de parler, nous autres. On a continué à boire en silence, plein de dégoût. Le serveur a fini par débarrasser la table de l'homme répugnant avec des gants de cuisine. Il a regardé la pièce que l'inconnu avait laissée et il a dit « Oh, sa pièce n'est pas d'ici ». Je me levai et constatai à mon tour que la monnaie ne ressemblait à rien de connu. 2 jours plus tard, il y eut le marché aux fruits et légumes. On avait presque oublié cette étrange rencontre. Mais l'homme réapparut aux dernières lueurs du jour. Il se servait dans les cagettes des fruits invendus. Il remplissait des sacs plastiques de pêche farineuse et abîmés, parfois rongés par les insectes. Les marchands laissaient faire tout en contenant leur colère et leur répugnance. Qui était cet homme? D'où venait-il? Comment était-il parvenu chez nous? Était-ce seulement un homme? Au village, dans les bars et les foyers, on a commencé à parler que de ça, de l'homme répugnant. Tous avaient eu affaire à lui d'une manière ou d'une autre. Chacun voulait le voir partir. Les mères défendaient aux enfants d'approcher sa maison. Certains pères de famille évoquaient déjà l'expulsion. Le maire se contentait d'écouter, tout habitué qu'il était à ne pas bouger le petit doigt. Moi, je restais stoïque. Avec des camarades, on a commencé à observer ses allées et venues. Des journées entières s'écoulaient sans qu'on le voie sortir de chez lui. Un jour, enfin, on l'a surpris à partir. Et on a profité de son absence pour s'introduire dans la maison délabrée. J'ai forcé l'entrée. Des effluves de moisissure et d'humidité nous arrêtèrent dans notre élan. Nous étions sur le pas de la porte, chamboulés par l'odeur putride qui irritait nos narines. J'ai mis mon nez dans mon t-shirt et j'ai franchi le seuil, suivi de près par les autres. Dans le faisceau lumineux de nos torches, la poussière se mêlait à la crasse. J'ai aperçu des blattes sur les tables et les commodes. Aucune lumière naturelle ne se glissait entre les planches qui condamnaient les fenêtres. Aucun homme n'aurait pu vivre dans un tel lieu, parmi l'obscurité et la vermine. « Allez voir dans les autres pièces », que j'ai dit aux autres. Pour ma part, je suis descendu au sous-sol. L'escalier qui y menait semblait interminable et j'ai manqué de tomber par 2 fois. Arrivé au fond, je n'ai rien vu qu'un amoncellement de vieux meubles et un ramassis d'antiquités sans grande valeur. J'ai déplacé ma lampe d'un coin à l'autre de la cave. À chaque fois, la lumière butait sur un mur ou un objet, sauf en un point, où elle semblait se perdre à l'infini. Je me suis avancé vers ce point, et après avoir déplacé plusieurs chaises empilées, j'ai compris qu'il y avait là un tunnel. J'ai entendu du mouvement à l'étage. « Psst, le gars revient, cache-toi !» J'ai éteint ma lampe et je suis resté là, à prêter l'oreille. J'ai attendu, peut-être 2 ou 3 minutes. Puis j'ai entendu les planches du parquet craquer, et puis plus rien. Jusqu'à ce qu'un cri glauque me sorte de ma léthargie, suivi de près par le bruit d'un corps à corps. J'allais monter à l'étage quand quelqu'un dégringola dans l'escalier. J'ai rallumé ma lampe en vitesse, maladroitement, et j'ai vu l'homme répugnant, inerte.
étalé sur les dernières marches de tout son long. Il était mort. En haut des marches se trouvaient les 3 assassins, mes amis. On est restés plantés là comme des cons pendant un moment. Faut se débarrasser du corps, a dit l'un des nôtres. Alors les 3 sont descendus jusqu'à moi. Comment qu'on fait a demandé l'un d'eux. Moi j'ai réfléchi très fort et j'ai dit on fait rien du tout. Rien du tout, on le laisse là. Cet homme a fait une mauvaise chute. Pas étonnant avec l'obscurité qui règne. Ouais, qu'a dit mon pote. T'as raison. Et puis les gars allaient repartir comme si de rien n'était. Mais j'en ai retenu un par le bras et je leur ai montré le tunnel. Ni une ni deux on y est entré. La curiosité étreignait nos cœurs. On oubliait presque le meurtre qui venait d'avoir lieu. Le tunnel était étroit et bas de plafond, mais il allait en s'élargissant et en descendant toujours plus profondément dans la croûte terrestre. Le tunnel serpentait en de sinueux couloirs. Parfois il fallait franchir des crevasses. La curiosité nous portait toujours plus loin. Elle annihilait la peur, la claustrophobie, tout. On est arrivé dans une caverne avec de l'eau et des stalactites. On a nagé pour arriver sur l'autre rive. L'eau était gelée. Le tunnel continuait et on s'est enfoncé des heures durant, sans soucier de rien. Et puis, on a entendu des voix. Pas des voix articulées, plutôt des bruits gutturaux. On eût dit des batraciens. Nous avons éteint nos lampes car le bout du tunnel était éclairé. On s'est approché à pas feutrés, lentement, mètre après mètre. Puis on a continué en rampant jusqu'au bord du précipice. Une échelle permettait d'accéder à une grande salle, 10 ou 15 mètres en contrebas. On s'est penché un peu plus, et c'est là qu'on les a vus. Une horde d'hommes répugnants qui festoyaient en je ne sais quel honneur. On est resté à les observer longtemps, fascinés par ce spectacle surnaturel et odieux. Qui étaient-ils, ces êtres répugnants? Que voulaient-ils? L'un des gars a tapé sur mon épaule pour que je décroche. Fallait pas rester. On est reparti donc, sans rien dire, de tout le chemin. Mais au fond de nous, on savait qu'on reviendrait, plus nombreux, qu'on leur ferait la peau. Et dans un accès de lucidité, tandis que j'échafaudais un plan pour se débarrasser de ceux qui vivaient sous terre, j'ai compris que nous étions en passe de devenir nous aussi des hommes répugnants.